Madame Buet, comme vous avez la parole, je vous Oui, propose de la garder tout de suite. On va effectivement clôturer, alors finir ce rendez-vous par la partie 5 hein, sur le DUR et la réforme de la santé au travail. Et notamment, l'interrogation que nous avons, c'est quel est l'avenir hein, du DER demain, même si j'imagine que vous n'avez pas toutes les questions en main, sachant une loi est en préparation actuellement sur le sujet, et j'imagine qu'elle va encore être modifiée d'ici à sa promulgation. Donc, Madame Buet, vous êtes directrice adjointe de la direction de la protection sociale au MEDEF national, et je vous laisse tout de suite, immédiatement, la parole. merci. Avec protection sociale, mais avec un accent particulier sur la santé au travail, hein, puisque je siège à la branche accident de travail, l'INRS, l'ANAC, enfin toutes les institutions santé au travail. Donc, je vais peut-être faire un petit point de contexte hein, sur la négociation santé au travail, qui... Alors, ça faisait un petit moment hein, qu'on n'avait pas négocié sur la santé au travail, puisque le dernier accord était en 2007, hein, donc ce qui fait que ça faisait plus de 10 ans qu'on ne s'était pas mis autour de la table sur la santé au travail. Néanmoins, on a un contexte qui fait qu'on y est allé, contexte quand même assez difficile. Vous avez sans doute entendu parler du rapport Charlotte Lecoq qui est sorti il y a à peu près 2 ans et qui proposait en fait une nationalisation de tout le système de santé au travail. Donc, pour tout vous avouer, nous n'étions pas du tout favorables avec cette nationalisation totale, hein, puisque vous le savez, la santé au travail a ses spécificités. C'est la responsabilité de l'employeur. Et puis, les cotisations, c'est aussi les entreprises, hein, notamment via les services de santé au travail et via la branche accident de travail maladie professionnelle qui est financée exclusivement par les cotisations des entreprises. Donc, tout ça fait que nous avions une légitimité, en tout cas, pour dire ce que nous voulions sur la santé au travail. L'accent qui a été mis sur, néanmoins, on était d'accord quand même avec un volet du rapport Charlotte Lecoq, c'est qu'il y avait une critique hein, qu'on sentait de plus en plus importante des entreprises hein, qui nous disaient, écoutez, on cotise auprès des services de santé au travail, mais j'ai pas forcément tout le service. Donc on voyait bien, on sentait bien qu'il y avait une réforme à réaliser. Et deuxième contexte délicat, bah, comme vous le savez, la santé au travail est toujours très sensible, hein. C'est un domaine dans lequel les organisations syndicales ont aussi beaucoup d'idées, notamment les risques psychosociaux, l'organisation du travail, la traçabilité individuelle. Et puis, il ne faut pas non plus oublier qu'on sortait aussi du dossier pénibilité, qui a été quand même pendant 2 ans un dossier très sensible. Donc, nous nous sommes mis autour de la table sur la santé au travail, avec une colonne vertébrale qui est la prévention des risques professionnels. On voulait en fait casser en fait aujourd'hui la culture institutionnelle qui est assez tournée vers la réparation et puis les débats pénibilité qui ont eu lieu pour vraiment changer de paradigme et mettre vraiment l'accent prévention des risques professionnels. Donc tout l'ANI qui a été signé le 9 décembre 2020, qui a été signé par tout le monde sauf la CGT. Donc, mais vraiment de sa première page jusqu'à la fin, l'accent sur la prévention des risques professionnels. Et l'un des documents, en tout cas l'un des axes majeurs pour la prévention des risques professionnels, et vous avez rappelé l'importance, c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est un document qu'on a vraiment mis comme un levier de prévention primaire dans l'entreprise, de prévention, comme un document clé qu'on souhaite maintenant accompagner les entreprises. Parce que comme vous l'avez dit, il y a un moment donné, dans les grandes entreprises, on voit bien qu'il y a des personnes compétentes et que le document arrive à vivre, mais dans les plus petites entreprises, c'était encore ressenti comme un document administratif, compliqué, et on ne voyait pas en fait l'utilité. Donc, notre ambition, en tout cas de l'ANI, c'est de faire en sorte que le document unique soit utile et soit utilisé par les entreprises comme un élément d'évaluation des risques professionnels et un élément ensuite d'un programme d'action, puisqu'il faut quand même agir après, comme vous l'avez très bien rappelé, M. Salmon et M. Baumann. Donc, dans notre ANI, on a bien rappelé que le document unique, c'est le résultat de l'évaluation des risques professionnels. Et on a remis aussi l'accent que le document unique d'évaluation des risques professionnels
et le base d'un bilan pour toutes les entreprises. Et l'autre point qui est aussi nouveau, parce que l'objectif, bien sûr, ce n'était pas non plus de créer une usine à gaz et des contraintes supplémentaires pour les entreprises. Donc, on n'avait pas, en tout cas, modifié la forme ou les exigences vis-à-vis du document unique, mais rappeler son importance et rappeler le fait qu'il fallait le faire vivre. Et aussi l'importance de la traçabilité de ce document unique, que nous, on a appelé la traçabilité collective. Parce qu'on ne voulait pas, en fait, tomber, comme dans le système pénibilité, sur une traçabilité individuelle qui est complètement irréalisable pour les entreprises, et on l'a bien vu, ça ne fonctionnait pas et c'était complètement une usine à gaz, mais sur une traçabilité collective, et vous l'avez très bien rappelé, qui est important pour une entreprise de garder au fil des années tout ce qu'elle a pu faire en matière de prévention, d'où la proposition qu'on a faite dans l'ANI, qui est de conserver les versions successives des documents uniques d'évaluation des risques professionnels, qui n'était pas aujourd'hui une obligation. C'est-à-dire qu'un document unique était signé et après, vous pouviez l'oublier et il n'y avait pas en fait cette traçabilité dans le temps. Donc ça, c'est une proposition. En tout cas, c'était là une nouveauté de l'ANI, de prévoir cette traçabilité, en tout cas cette conservation du document unique. Et ensuite, pour les plus petites entreprises, pour qu'on puisse les accompagner, puisqu'il ne suffit pas de dire qu'il faut un document unique et qu'il faut un plan d'action, on met le pari, en tout cas on fait le pari, que les services de santé au travail accompagnent les entreprises dans cette démarche. Et pour nous, c'est le point, comme je disais tout à l'heure, c'est le point majeur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour qu'il y ait un service homogène, on va dire, dans tout le territoire, on a défini une offre socle avec 3 parties. Le service de prévention devra proposer des mesures de prévention, des mesures d'accompagnement à la prévention de la désinsertion professionnelle et bien sûr, tout le suivi médical, comme vous connaissez, le visite médicale, visite d'embauche. Pour nous, ça, c'est très important. Donc ça, on l'a maintenu. Et dans la partie prévention, dans cette offre socle, on a cette fameuse fiche d'entreprise qui doit servir aussi de base à l'élaboration du document unique. Donc pour nous, ça, c'est vraiment le défi, c'est-à-dire que demain, l'entreprise qui paie sa cotisation au service de santé au travail doit bénéficier de sa fiche d'entreprise et d'un accompagnement au document unique. Voilà. Pour nous, c'est vraiment une des pièces maîtresses, en tout cas pour les petites entreprises. Alors, ce n'est pas aussi facile que ça, puisque nous avons signé cette ANI qui était pourtant très claire pour nous le 9 décembre, mais il y a une nouveauté qu'on n'avait jamais connue, c'est que cette ANI fait l'objet d'une transposition par une proposition de loi. Alors, c'est la rapporteure, c'est Charlotte Lecoq, qui avait en fait, il y a 2 ans, fait le rapport sur la nationalisation du service de la santé au travail, qui est rapporteure de cette PPL. Elle a quand même évolué, elle n'est plus du tout vers cette nationalisation. Alors, pour tout vous avouer, dans cette PPL, ils ont quand même repris les grandes idées de notre ANI, globalement. Bien sûr, tout ne nous plaît pas. Et le point qui ne nous plaît absolument pas et qui va faire l'objet pour nous des discussions, et on ne lâchera pas là-dessus, c'est sur le document unique d'évaluation des risques professionnels. Elles sont allées plus loin, je dis elles, parce qu'en fait, elles sont 2 rapporteurs. Il y a Charlotte Lecoq et Carole Grandjean. Elles sont allées plus loin sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et elles ont créé une usine à gaz actuellement. Elles ont prévu que le programme annuel d'évaluation des risques professionnels soit fusionné avec le document unique, ce qui ne nous va pas du tout, puisque le programme annuel qui est aujourd'hui obligatoire dans les entreprises de plus de 50 ayant un CSE, qui est très très lourd, se verrait appliqué dans les petites entreprises. Et donc là, on leur dit, mais là, vous créez une usine à gaz à contre-courant de ce que nous, on voulait faire, puisque l'objectif, c'était d'accompagner les entreprises pour qu'elles puissent faire vivre leur document unique, mais de façon simple. Et donc là, en obligeant les toutes petites à avoir ce programme annuel qui est très lourd, donc pour nous, c'est un point de rupture actuellement sur cette PPL. En tout cas, c'est sur ce point-là qu'on va, on va se battre fortement.
Et sur le document unique, toujours, la PPL est allée plus loin aussi sur d'autres points, notamment elle prévoit à ce stade une conservation du document unique de 40 ans, une conservation par les services de santé au travail et un point sur l'organisation du travail. Voilà. Donc aujourd'hui, la PPL, pour nous, ne transcrit pas en fait notre ANI, elle va plus loin. Donc nous espérons en tout cas faire évoluer cet article qui est l'article 2 de la PPL lors des discussions au Sénat et ensuite bien sûr lors de la disposition définitive, l'adoption définitive de la loi. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc, le document unique va évoluer un peu, parce que je pense qu'on n'arrivera pas à revenir à l'ANI totalement. Mais en tout cas, notre exigence aujourd'hui, c'est qu'il reste simple pour les entreprises, qu'on ne change pas en fait sa formalité. Voilà. Et demain, que les services de santé au travail accompagnent toutes les entreprises sur le document unique. Et pour nous, le levier de la prévention, et cette traçabilité, comme il a été très bien rappelé tout à l'heure, doit aussi permettre à l'entreprise de démontrer, en tout cas de garder tout ce qu'elle fait en matière de prévention. Et le jour, si jamais ça se passe, qu'il y a un contentieux, qu'elle puisse en fait avoir tous les éléments des mesures de prévention qu'elle a mis en œuvre depuis différentes années. Voilà. Donc, levier de la prévention primaire et traçabilité collective. Voilà, c'était à peu près les deux objectifs qu'on a voulu lors des discussions de l'ANI, santé au travail. Alors, l'ANI ne se résume pas au document unique, hein, puisqu'on a parlé de la prévention des risques professionnels avec tout le débat, qu'est-ce qu'on met derrière les risques professionnels. Et dans notre accord, on a essayé de bien les classer. Et sur les risques psychosociaux, on a rappelé que c'est pas... Il y a une partie inhérente à l'entreprise, mais c'est multifactoriel, donc c'est très compliqué. Et c'est pas... voilà. Mais ce côté multifactoriel, on l'a mis quand même en avant. Et on a réformé aussi donc, les services de santé au travail qui vont devenir des services de prévention des risques professionnels pour cranter en fait cette évolution vers la prévention des risques professionnels et ce document unique. Et la PDP, prévention de la désinsertion professionnelle, qui est un point important pour nous aussi. Et on a réformé aussi toute la gouvernance en santé au travail. Voilà. Sans trop... en laissant la branche accident de travail telle qu'elle, l'INRS telle qu'elle, hein, puisque a priori l'INRS est quand même un outil important pour les entreprises et assez utile. Vous avez, M. Baumann fait référence tout à l'heure aux travaux de l'INRS. Et puis l'ANACT qui va quand même connaître une évolution dans les prochains mois, mais on ne sait pas encore comment. Voilà, donc le document unique est vraiment... en tout cas, on l'a considéré comme un levier clé de la prévention des risques professionnels dans l'entreprise. Merci beaucoup, Madame Buet. Alors, j'avais une question. Est-ce que vous avez une date envisagée pour une publication de la loi? Alors, la loi parle d'une entrée en vigueur en mars 2022. D'accord. Ça va venir vite. On n'a pas de date encore du passage au Sénat. Au début, on nous avait parlé du mois d'avril. Aujourd'hui, on nous parle de juillet. Donc, la date n'est pas claire. Nous, on a une audition des partenaires sociaux. Les auditions commencent déjà par la rapporteure au Sénat, Madame Gruny. Nous, on va être auditionnés début juin, les organisations patronales. Donc, on travaille bien, MEDEF, CPME, UDP, pour porter le même message, notamment sur le document unique. Très bien. Merci beaucoup. Je repose ma question que je vous ai posée effectivement tout à l'heure, mais la Covid et notamment la crise sanitaire qu'on a connue, les discussions, ou je dirais le rapport Le Coq date d'avant le début de cette crise. Est-ce que la réflexion que vous avez eue, j'imagine, a été impactée par cette crise sanitaire actuelle, et notamment sur quel point est-ce que
finalement, vous avez fait évoluer votre réflexion avec la crise sanitaire Covid-19 que nous vivons actuellement. Alors, pour tout vous avouer, sur les services de santé au travail, on voyait bien qu'il fallait qu'on fasse attention pour recentrer les services de santé au travail sur les missions que je vous ai dites tout à l'heure. Prévention des risques professionnels, prévention de la désinsertion et suivi médical. Et on voit bien que les médecins, on ne va pas en avoir de plus en plus, mais plutôt de moins en moins. Donc, notre objectif, c'était de recentrer les missions des services de santé au travail et ne pas aller trop sur le risque sanitaire, puisqu'on voit bien que depuis des années, ils sont allés sur la vaccination, comme vous disiez, mais sur des sujets aussi qui étaient plus sous la responsabilité de l'État. Néanmoins, comme vous dites, on a été quand même impacté par la Covid, puisque les services de santé au travail ont été un acteur majeur pendant cette crise, puisqu'ils ont accompagné les entreprises sur ce risque sanitaire, qui est quand même extérieur à l'entreprise, sur la vaccination, parce qu'on ne pensait pas en fait en faire un point majeur, mais maintenant on voit bien que la vaccination prend toute sa place. Et il y a eu le rôle du médecin du travail. Alors, je pense que ça n'a pas trop fonctionné, qu'il pouvait donner des arrêts de travail, donc il y avait une petite évolution dans le rôle du médecin du travail, mais je pense que ça ne va pas forcément aller plus loin. Donc oui, il y a eu ce rôle des services de santé au travail pour accompagner les entreprises pour faire face à ce risque sanitaire. Donc oui, on a été impacté forcément un petit peu. Et nous, franchement, lorsqu'on nous a demandé est-ce qu'on met les services de santé au travail sur ce risque sanitaire, on a dit oui, parce qu'il y avait une demande forte du côté des entreprises. Donc on ne pouvait pas non plus avoir des œillères. Donc oui. Mais on sera toujours vigilant voilà, sur bien faire la distinction risque professionnel, responsabilité de l'entreprise, autres risques sanitaires qui ne sont pas de la responsabilité stricte de l'entreprise. Et est-ce que je me permets, est-ce que cette logique justement de différenciation entre le risque professionnel et le risque sanitaire a, selon vous, vocation à être un principe pour l'avenir? Est-ce qu'il y aura à nouveau pour vous je dirais des éléments ou des conséquences sur l'application, je dirais, de la norme santé au travail avec cette différenciation demain? Parce que moi, enfin, je vais être très terre à terre, mais l'amiante aurait pu être un risque sanitaire national et pas considéré comme un risque professionnel à l'époque. Aurait pu, je dis bien aurait pu. Est-ce que demain, est-ce que d'autres risques qu'on n'a pas identifiés pourraient être vus de cette même façon comme des risques l'amiante est un risque sanitaire. Enfin, l'amiante a quand même fait l'objet de beaucoup de spécificités. Vous avez le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. C'est le fonds qui indemnise le risque professionnel pour les salariés qui ont été exposés, mais aussi pour ceux qui ont été environnementaux. Donc, on voit bien que quand même son risque sanitaire a été pris en compte. Vous avez le FCATA, qui est le Fonds de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante. Donc, on voit bien que l'amiante a fait l'objet d'un règlement risque pro et risque sanitaire environnemental. Et pour vous, demain, il pourrait y avoir d'autres risques qui pourraient avoir ce traitement finalement, soit dualiste, soit uniquement sanitaire. Oui, enfin, forcément, il y a eu ce débat avec aussi le fonds pesticides qui a été créé. Voilà. Et puis, vous avez eu ce débat aussi pendant la Covid aussi, puisque la question s'est posée, est-ce que pour la réparation des maladies professionnelles, puisque comme vous vous souvenez, Olivier Véran a dit, je vais créer un tableau de maladies professionnelles pour les soignants, il y a eu ce débat. Est-ce qu'on crée un fonds pour réparer ce risque, qui est risque sanitaire, ou je crée un tableau de maladies professionnelles? Là, c'est le tableau de maladie professionnelle qui a été créé parce que, en prenant en compte les soignants. Voilà, mais il y a eu ce débat. Donc oui, à chaque fois, il y a un débat. Mais on a aussi fait des ouvertures dans l'ANI, parce que lorsqu'on fait appel en fait aux médecins praticiens correspondants, donc qui sont les médecins de ville, enfin pas les médecins traitants, mais les médecins de ville, pour aider les médecins du travail.
c'est aussi dans cette ambition de globaliser la santé du salarié, puisque le salarié est quand même une personne. Donc, de toute façon, il faudra avoir une vision à 360 degrés. Donc, on a fait aussi une ouverture vers un suivi plus global du salarié, qui est citoyen, mais aussi salarié. Voilà. Donc, ça, c'est aussi un pas vers une globalisation. Mais en gardant à l'esprit, en tout cas pour nous, puisqu'on a un système d'indemnisation à part, une responsabilité spécifique, à ne pas trop mélanger. Mais sans s'enfermer, bien sûr. C'est C'est la la difficulté, dentelle. j'imagine. Pour revenir sur un sujet un peu plus technique et pratique, hein, Oui. est-ce que la fiche d'entreprise, là je vais avoir pourquoi ne pas avoir supprimé l'un ou l'autre entre le DUR et la fiche d'entreprise? Alors, c'est une bonne question. On a eu tous les débats. Il y a eu beaucoup de réformes de la médecine du travail. La médecine du travail est réformée à peu près tous les 3-4 ans. Moi, depuis que je suis au MEDEF, j'en ai vu passer, je ne sais pas combien, n'est-ce pas? On a toujours voulu, on a fait en sorte, en tout cas côté employeur, à ce que la fiche d'entreprise soit déployée. Et on a vu que malgré tout, on n'est pas arrivé à 100%. D'où cette contrainte supplémentaire qu'on va mettre dans la niche. La fiche d'entreprise, elle est faite par le service de santé au travail, avec la vision du service de santé au travail. Le document unique, comme vous l'avez très bien, comme ça a été rappelé, c'est le document sous la responsabilité de l'employeur. Donc, juridiquement, on nous a dit on ne peut pas en fait fusionner les deux parce que les personnes responsables ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que la fiche d'entreprise, il faut que l'employeur soit d'accord aussi avec le contenu de la fiche d'entreprise et qu'il soit d'accord avec… C'est lui qui décide à la fin qu'est-ce qui relève de sa responsabilité ou pas. Donc, on n'est pas allé jusqu'à cette fusion. On a simplement dit que pour les plus petites entreprises, lorsque l'employeur est d'accord et qu'il trouve que la fiche d'entreprise est parfaite, qu'il prenne à son compte cette fiche d'entreprise pour en faire son document unique. Mais ça sera un acte de l'employeur. Voilà. Donc, on a eu ce débat. Moi, sincèrement, je me suis dit, à un moment donné, dans la première rédaction, j'avais mis fusion. Et puis, il y a eu blocage juridique. Par Voilà. contre, si je puis me Donc, permettre, ce serait bien de nous faire une petite réforme du modèle de la fiche entreprise qui date de 1987 et qui est peut-être plus adapté à l'objectif de oui, la fiche entreprise, en tout cas de l'évolution qu'elle en a pu en avoir. c'est prévu. C'est prévu. Et sinon, Parce qu'il va y avoir la loi, mais après, il va y avoir beaucoup de décrets d'application, parce que tout n'est pas dans la loi. Et puis, on n'avait pas non plus intérêt à ce que tout soit dans la loi. Donc, il y aura beaucoup de choses dans le document unique. Et un modèle de la fiche d'entreprise, c'est aussi une proposition. Ça marche. Et sinon, j'avais aussi pour les risques sanitaires, il y a tout ce qui est addiction qu'il ne faut pas oublier, qui sont totalement… On avait la question tout à l'heure, effectivement, comment on gère les addictions en plus en télétravail à distance. Vous pouvez que sensibiliser vos salariés mais derrière, vous n'avez pas la maîtrise, vous ne pouvez pas faire forcément grand-chose de ce côté-là. Oui, alors c'est vrai que c'est toujours un sujet très compliqué. On essaie de le mettre sur la table avec les organisations syndicales et on voit bien qu'il y a toujours, même côté organisation, il y a toujours attention à la vie privée des salariés et on voit bien que l'entreprise ne peut pas non plus aller très loin parce que sinon certains ne sont pas contents. Donc, en général, on passe par le médecin du travail. Et c'est aussi pour ça qu'on a gardé l'idée d'une visite à la demande du salarié et à la demande de l'employeur pour qu'en fait, ces points précis, qui sont notamment l'addiction, puissent être échangés avec le médecin du travail. Voilà. Donc, lorsqu'on a maintenu ces visites, c'était avec à l'esprit ces dossiers un peu compliqués d'addiction sur lesquels l'employeur ne peut pas aller trop loin s'il ne veut pas aller trop loin dans la vie privée du salarié. Voilà. Donc, la seule voie de passage actuellement, c'est vrai que c'est le médecin du travail. Et ces demandes-là sont en pleine explosion, que ce soit la demande de l'entreprise ou du salarié, ce qui nous met en difficulté pour le suivi systématique. Mais clairement, c'est des demandes qui sont utilisées. Donc, elles ont vraiment un sens de ce côté-là. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu les supprimer, parce qu'il y avait véritablement un besoin et on n'a pas d'autre solution que le passage via le médecin du travail. Sujet beaucoup trop sensible et très compliqué.
Merci beaucoup. Alors, vous parliez tout à l'heure effectivement d'un modèle de fiche réformé, de fiche d'entreprise du médecin du travail. Est-ce qu'il est envisagé un modèle de document unique? Non, parce que ce qui a été très bien dit, c'est que on veut pas repartir dans un document unique tout fait, trop administratif. Donc, il faut qu'ils vivent. Après, ce qu'on a invité, c'est les branches professionnelles à créer peut-être un outil plus adapté en fonction de leur. Si vous êtes dans la branche métallurgie, peut-être qu'ils feront ils ont déjà fait des modèles, peut-être qu'ils feront quelque chose pour faciliter l'entreprise. Donc, non, on n'a pas parlé de modèle, mais on a parlé inciter les branches professionnelles à créer des outils pour leur entreprise. Voilà. Donc, ça sera peut-être cet outil de conservation d'un document unique. Je sais que le bâtiment le fait via l'OPBTP. Ils ont mis en place aussi un outil. Mais non, ça ne sera pas en fait un outil interprofessionnel. Ça, sinon, on retombe en fait dans un document trop administratif, ce qu'on ne souhaite pas. Mais en tout cas, peut-être par branche, par secteur, les inciter à donner des outils concrets et puis plus adaptés au secteur. Clairement, c'est une demande, hein. Même nos modèles entre guillemets simplifiés sont considérés comme très complexes pour des entreprises en fonction des secteurs. Et donc effectivement, Ouais, s'il y avait un travail, et je pense qu'effectivement les branches ont toute leur place dans cette ouais. partie-là, il y a vraiment un besoin d'avoir quand même un support, pas partir d'une feuille blanche. Tout à fait. Oui, oui, C'est parce qu'il y a ça, tellement de modèles différents, il y a tellement d'informations différentes que c'est très compliqué pour notamment les petites, celles qui n'ont pas de document unique aujourd'hui, de savoir comment gérer cette partie-là. non, mais vous avez entièrement raison. En tout cas, ça, c'est quelque chose qu'on va travailler avec les branches professionnelles pour les inciter à faire des outils d'accompagnement. Et puis, notre objectif aussi, comme vous le savez, on a une branche accident de travail maladie professionnelle qui est aujourd'hui excédentaire. Alors, avec la crise, ces excédents vont se réduire, mais je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais on va essayer d'utiliser aussi les excédents de cette branche accident de travail pour accompagner les entreprises en matière de prévention. On a mis par exemple pour la Covid, pour aider les entreprises à financer certaines mesures, équipements de protection individuelle. Je le dis parce que peut-être que ça ne s'est pas vu, notamment pour les plus petites, on a eu un budget de 150 millions d'euros. Voilà. Donc ça, c'est des mesures aussi qu'on va faire. Alors ça, c'est auprès des CARSAT aussi qu'il faut aller voir pour lorsqu'une entreprise a un investissement important, il peut y avoir aussi une aide. Et ça, c'est quelque chose qu'on va essayer aussi de développer en cohérence avec notre priorité prévention. Alors, ce serait bien, effectivement, puisque juste pour information, les subventions TPE, prévention Oui, TPE, sont déjà oui, épuisées c'est ça. au mois de mars-avril pour Ouais, 2021. c'est ce Victimes qu'on de vient leur de nous succès. dire. Oui, mais c'est tout à fait ça. Alors, on a voté un budget supplémentaire là, le mois dernier. Normalement, il devrait y avoir une enveloppe qui se libère jusqu'au mois de juillet, parce que comme vous dites, ça a été le public était là et on va continuer et ça va être dans notre bataille pour la prochaine convention d'objectifs et de gestion que ce budget augmente et qu'il ne soit pas réduit. Et comme vous dites, la preuve, c'est que ça a fonctionné. Donc, c'est un outil qui répond à une demande. Donc ça, c'est un deuxième volet sur lequel on travaille côté PLFSS et convention d'objectifs et de gestion pour libérer des moyens de prévention pour les entreprises. Mais vous avez raison, le mois de mars, c'était déjà épuisé. Très bien. Merci, merci à tous. Alors, sauf à ce que vous ayez d'autres interrogations, mais je n'en vois pas dans le cadre du chat. Je vais à ce moment-là clôturer ce rendez-vous. Merci à tous. Merci de ne pas nous avoir dit que le DER allait être supprimé. Sinon, tout ce qu'on aurait fait avant n'aurait pas servi à grand-chose. Je vais peut-être intervenu un peu. C'est ça. Non, vous m'avez plutôt aidé à dire que le document unique est un document essentiel. C'est ça. C'est ça. Merci, merci beaucoup pour ces précisions et on restera bien sûr attentif
à la publication du texte final et des différents décrets qui tout à fait. en découler, bien sûr à travers notamment les informations que vous nous communiquerez et qu'on relaiera auprès de nos adhérents. Mais merci beaucoup, Madame Buet. Merci à tous, merci à tous les intervenants effectivement d'avoir participé à ce rendez-vous aujourd'hui. Je renverrai la présentation aux différentes personnes qui s'étaient inscrits au webinaire. Je suis attentif à vos retours également, mais à l'issue du webinaire pour